Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lois naturelles. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Valérie. Valérie est sophrologue formée au Sénato. Et comme beaucoup de sophrologues, c'est un métier qu'elle exerce dans la continuité d'une première vie professionnelle passée en entreprise. La sophrologie est une méthode de relaxation qui combine des techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive pour favoriser le bien-être physique et mental. Elle vise à renforcer la conscience de soi et à gérer le stress. La sophrologie a été développée par le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo dans les années 1960. Il a créé cette méthode en s'inspirant de différentes pratiques occidentales et orientales, visant à promouvoir l'harmonie entre le corps et l'esprit. La sophrologie est d'une aide précieuse dans de nombreuses situations, que ce soit en matière de gestion des émotions et du stress, pour favoriser la concentration, réduire la perception de douleur, améliorer son sommeil ou encore aider au sevrage d'addictions comme le tabac. Pour ma part, j'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de Valérie lors de ma dernière grossesse afin de préparer mon accouchement que je souhaitais sans péridurale, mais aussi pour me libérer de certaines angoisses en lien avec l'accouchement et mes précédentes expériences. La sophrologie est une technique qui a fait ses preuves et qui connaît un bel essor avec de plus en plus de praticiens formés et de plus en plus de personnes qui ont recours. Valérie a décidé d'orienter sa pratique vers la voix, VOIX. Ainsi, elle propose des accompagnements à destination des artistes, des comédiens, des chanteurs notamment, mais également à toute personne soucieuse de trouver sa voix, au sens propre comme au sens figuré. Bonjour Valérie. Bonjour Camille, merci infiniment pour cette interview. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de la sophrologie. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Comme tu le disais, en fait, c'est une discipline qui est assez jeune, puisqu'elle est née dans les années 60 et qui permet en fait, en effet, de travailler sur différents aspects, à la fois le corps, mais aussi le mental. Parce que un des principes, c'est de dire que le corps crée des zones de tension qui ont une répercussion sur le mental. Et en détendant le corps, on va pouvoir détendre aussi le mental. C'est ça l'approche vraiment très novatrice, je trouve, de cette pratique de sophrologie. Alors évidemment, il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir justement avoir des résultats. C'est comme un coaching en fait. Le sophrologue va aider la personne à définir un programme, à lui définir les exercices et le client va donc répéter lui-même les exercices pour obtenir un mieux-être par rapport à la problématique évoquée. Le sophrologue va disposer d'une boîte à outils en fait. Dans cette boîte à outils, comme tu le disais, le fondateur a mis plusieurs ingrédients qui viennent d'Asie, du yoga, du bouddhisme tibétain, du zazen, donc du japonais. Donc on va être aussi autour de notions de méditation, de la visualisation, mais pas que. Il va y avoir aussi beaucoup d'exercices qui vont faire travailler le corps avec ce qu'on appelle des relaxations dynamiques, et puis aussi des visualisations positives et des exercices de tension-relâchement tout simplement au niveau du corps, qui vont amener cette détente physique, cette prise de conscience et qui vont avoir un impact en fait sur le mental. Et de même, on peut, avec le travail et avec du recul, avoir l'idée, la philosophie même, c'est d'avoir une conscience de soi différente. En prenant conscience des tensions dans son corps, on va l'observer, on va prendre du recul, de la hauteur sur son mode de fonctionnement. Tiens, j'ai une douleur à tel endroit dans mon corps. Tiens, c'est marrant, c'est quand je fais ça. Et quand je fais ça, c'est dans telle situation. Et dans telle situation, qu'est-ce que ça reconvoque?
en termes de présent, mais peut-être aussi de passé que j'ai pu vivre. Et ça va reconvoquer aussi la manière dont on pense, donc ce qu'on appelle les schémas cognitifs. Et donc, quand c'est partagé avec le sophrologue, eh bien, on va pouvoir aller chercher chez la personne les ressources qui sont existantes et qui vont permettre en fait de dépasser ces blocages ou ces croyances limitantes qui sont dans notre manière de penser. Et je trouve que cette philosophie, elle est absolument incroyable, en fait. Et c'est ce qui me passionne, Oui, parce qu'en fait, c'est l'alliance à la fois du corps et du mental. Là, en faisant relâcher le mental, tu relâches le corps et vice-versa, puisque tu expliquais qu'il y avait aussi des exercices un petit peu, des pratiques physiques, mais Et de visualisation. de visualisation. Tout à fait. Et de méditation, pour ceux qui sont un peu plus sensibles à cette dimension, voilà. Et en effet, bon, l'effet physique entraîne un éveil mental. Et ça offre en fait à chacun l'opportunité de revoir en fait des séquences de son passé, ou des séquences d'abord du présent puis du passé. C'est ça qui va véritablement générer une transformation à long terme et durable. D'accord. J'avais pas cette notion que tu pouvais travailler sur ton passé avec la sophrologie. Si, on a en effet une boîte à outils assez riche pour revoir, en effet, en cas de blocage, des événements traumatiques. Quand je dis traumatique, entendons-nous, hein, c'est dans le cadre d'un champ qui n'est pas pathologique, hein, Oui, ou bien alors sûr. on travaille avec un psychologue clinicien ou un psychiatre qui pour l'accompagnement du client qui a le besoin. Donc l'événement traumatique est entre guillemets, et donc on peut tout à fait le revivre et reconvoquer préalablement, bien entendu, des éléments positifs que l'on va venir superposer à l'événement, au souvenir négatif, on va dire. Et cette superposition va pouvoir amener à une transformation de l'élément passé. Alors, on parle de quoi? On parle de l'émotion associée à l'élément traumatique. D'accord. Et le schéma que ça a pu générer dans le corps et au niveau du mental comme croyance. Comment tu voudrais dire, par exemple, comment un événement a pu s'engrammer dans le corps à travers les émotions ressenties à ce moment-là? Exactement. D'accord. Exactement. Un client qui sera amené à consulter un sophrologue, il vient avec un objectif en particulier? Alors oui, on peut avoir en effet des différents cas de figure. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, ça va être une perte de ses moyens pour préparer un examen ou un diplôme. Prenons le cas du permis de conduire, très pratiquement, voilà, ou le BEPC par exemple pour un adolescent, ou le bac, avec la sensation d'être dans un tel niveau de stress que l'accès au savoir ou l'accès au mental n'est plus possible. On perd ses moyens. Eh bien là, on va travailler sur la connexion, les ressources on les a, et comment on va en effet minorer ce moment de stress qui nous fait perdre nos moyens pour justement travailler sur tout le positif qu'on a en nous et l'accès à nos savoirs et à nos ressources en fait. On va travailler en visualisation. On va voir le lieu d'examen, par exemple, le fait de monter dans la voiture, d'avoir cette sensation de corps qui est posé sur la chaise. Et voilà, on est en complète connexion avec le corps. Vraiment, c'est important d'être dans la sensation. C'est une technique, la sophrologie, qui va en sens très différente d'une approche thérapeutique de psychothérapie, par exemple. Hein, là, on est vraiment dans une dimension corporelle très importante. Et en vivant l'événement futur, au moment où on va le vivre progressivement, il y a différentes étapes. Et donc, quand l'événement futur va arriver, on sera en pleine capacité de ses ressources pour le vivre pleinement.
Ah bah, je confirme tout à fait puisque je me suis préparée comme ça pour mon accouchement et ça s'est très bien passé et pourtant Dieu sait que c'est un événement où on est, dans un état particulier, mais comme j'ai été bien préparée et tu m'y as bien aidée, ça j'ai pu faire appel, à ces ressources, qui étaient vraiment, ancrées en moi et c'est très puissant comme technique. On peut aussi évoquer, en termes de public, les personnes âgées qui peuvent avoir, des problèmes, d'endormissement, donc de sommeil. On sait qu'on dort un peu moins quand on avance en âge. Aussi une question de motricité. Alors on va pas leur faire des exercices de gymnastique, mais comme tu l'as compris, on passe par le corps et ces éléments en fait de corps peuvent aider à une plus grande mobilité en termes de mouvement de bras, en termes de mouvement de bassin. En plus, on peut adapter tous les mouvements de sophrologie, on peut les faire assis, donc ça peut être très confortable. Voilà. On peut aussi s'adresser à des jeunes qui pourraient avoir des troubles de comportement, d'être hyperactifs par exemple. Les enfants? Oui, pour travailler sur la concentration. On peut travailler aussi pour des préparations d'entretien d'emploi aussi. D'entretien d'embauche? Ouais. Ou de la conduite du changement, c'est-à-dire qu'il y a un poste que j'adore et on va me proposer un autre parce qu'il y a une fusion dans l'entreprise. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement, je sais ce que je quitte et donc comment je traverse cette période de doute et un petit peu parfois d'angoisse de qu'est-ce que je vais faire demain en fait. Et du coup, ça me permet de te dire aussi que malheureusement dans nos vies, on va avoir aussi des moments de changement qui sont très positifs, comme la naissance. Oui. Ben, l'arrivée d'un enfant chamboule la vie, mais aussi la vie de famille, la vie de couple. Et ça peut être aussi des moments en fait de transition professionnelle. Ça peut être aussi des moments de changement de vie, comme des déménagements, comme des départs à la retraite, mais aussi des deuils. Et donc la sophrologie peut être présente aussi à ces moments-là pour accompagner en fait les clients qui rencontrent une difficulté qu'on vit tous Mmh, à un bien moment sûr. donné dans nos vies pour aider à passer le cap Mmh. Oui, c'est vraiment une technique qui nous accompagne, à tous les moments de notre vie. à tous les moments de notre vie, à tous les moments de notre vie, absolument. Tu disais tout à l'heure que ça pouvait aider les enfants dans la concentration. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à se concentrer, à l'école. Qu'est-ce que tu proposerais comme ça, comme exercice ou petit truc, qu'on peut faire, qu'un enfant pourrait faire? Déjà, un enfant qui a plutôt une tendance à être assez dynamique, il faut lui permettre de faire sortir en fait cette énergie. Donc, en relaxation dynamique de premier niveau, je dirais que on pourrait en effet faire par exemple des mouvements karaté. Donc, en position un petit peu de combat, c'est les bras qui vont travailler. On va expulser en fait toute cette énergie ou toute la colère, parce qu'il pourrait y avoir une colère aussi sous-jacente par rapport à quelque chose qui n'aurait pas été bien entendu ou pas exprimé de par l'enfant. On pourrait aussi imaginer des mouvements de les enfants aiment beaucoup cet exercice-là, c'est le polichinelle. Donc, en fait, ce sont des mouvements que l'on fait sur place. Donc, on va sautiller sur place en détendant un maximum le haut du corps. Et donc, voilà, il peut faire du bruit, il peut. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui permet d'être en mouvement dynamique, je dirais. Et puis après, pour la concentration, une fois que l'énergie est bien sortie, on peut imaginer le fait de faire marcher lentement un enfant. Donc c'est ce qu'on appelle la marche. Et donc l'enfant, on le fait partir d'un point A à un point B en étant le plus concentré possible sur les mouvements des pieds. Et voilà, de développer en fait cette aptitude à la concentration. Après, s'il y a une peur sous-jacente par rapport à l'école, du regard des autres, on peut aussi adjoindre à cette marche des animaux refuges. Voilà, si des lions par exemple, ou un animal qui pour l'enfant est porteur de sens en fait, et de protection. Et après, bien entendu, avec les enfants, on peut travailler aussi sur
la visualisation. L'approche est plus courte qu'avec un adulte. Enfin, c'est un petit peu différent. Les mots sont pas les mêmes non plus. On utilise, dans les deux cas, de toute façon, que ce soit les adultes ou les enfants, le vocabulaire qui est employé par la personne. C'est évident. Et on construit. C'est très créatif, la sophrologie. On a une boîte à outils. C'est à nous de l'exploiter et de la transformer en fonction de qui on a en face de nous. On a des process et on a des protocoles qu'on exploite, mais tout le talent, en fait, c'est fonction de comment on crée, en fait, la séance et comment on guide. Et donc, derrière, c'est comment on écoute le client, comment on met des silences aussi. Tout simplement. Parce que parfois, celui qui sait le mieux, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc il y a une vraie connexion avec la personne qui est guidée, avec le client qui se fait. Une vraie connexion, d'ailleurs, ça s'appelle l'alliance. Alors, il n'y a pas qu'en sophrologie que ça s'appelle comme ça. Tous les thérapeutes connaissent ce mot, mais elle est indispensable dans tous les métiers de thérapeute. Et la particularité en sophrologie, c'est que on va considérer que le client, comme il est détenteur de ses ressources, on est à égalité. On est d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui prend la connaissance du sophrologue. Bien sûr qu'il se nourrit de ce que le sophrologue apporte, mais la ressource, elle est dans la personne. Et c'est ça qui est très fort dans cette technique, c'est que au fond, on rend la personne autonome, et elle est en confiance de plus en plus. Et elle dépasse en fait, comme je le disais tout à l'heure, les croyances, les freins, les douleurs, peut-être quand c'est dans du domaine du possible, évidemment, parce que dans la partie de la douleur, la sophrologie peut être aussi exploitée dans certains hôpitaux, et notamment en soins palliatifs, donc on peut aller très loin aussi dans la gestion de la douleur avec la sophrologie. Les petits exercices que tu as donnés, ce sont des exercices que les enseignants gagneraient à connaître parce que ça peut être fait même en début de cours, en début de classe, pour apaiser un peu les enfants. Carrément. Et c'est vrai que il y a eu des expériences qui ont été faites par des sophrologues dans le milieu de l'éducation nationale et qui ont eu des très très bons résultats. Et dans un protocole classique, est-ce que tu saurais dire le nombre de séances qui est préconisé ? Suivant les thématiques, le protocole peut être établi sur 5 ou 6 séances et parfois le double. Quand la gêne est vraiment extrêmement puissante. Je pense par exemple à la peur d'un animal spécifique. On peut en effet travailler sur ça. Évidemment, on va pas y aller en frontal, c'est très progressif, une habituation très très progressif à l'animal redouté. Et donc, on va mettre plus de temps, en fait. On a des techniques spécifiques pour travailler sur ça aussi. On a vraiment une boîte à outils très très fournie. Hein. Donc c'est quand même relativement rapide parce que 5-6 séances, elles sont espacées de combien de temps ? Alors 5-6 séances, elles peuvent être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il y a un élément qui est fondamental, qui est que la personne doit travailler. C'est-à-dire que il y a en effet globalement sur les 5-6 séances, si on les décompose, il y a la première séance qui permet en fait à la personne d'exprimer ce pourquoi elle vient et son attendu. Voilà, je veux préparer tel examen. Mon échéance est à telle date et il faut que je sois prêt. Donc le sophrologue pose un certain nombre de questions et donc ça c'est globalement la première séance. Le sophrologue va déterminer le nombre de séances qu'il convient de proposer et c'est un échange avec le client. Ensuite, le protocole va être mis donc sur les séances 2, 3, 4 et 5 ou jusqu'à 4. Et la dernière séance, c'est généralement un récapitulatif global sur tous les progrès et une consolidation en fait de tout ce qui a été acquis pendant l'accompagnement. Grosso modo, c'est à peu près ça. D'accord. La même approche est faite sur si on a plus de séances, en fait, toujours la première et la dernière sont des séances d'ouverture et de clôture pour vraiment faire le bilan en amont et en aval, en fait, je dirais.
Est-ce que ça répond bien à ta Oui, question? oui, parfaitement. Et comme on parlait des enfants, à partir de quel âge un enfant pourrait consulter un sophrologue? On peut commencer aux alentours de 5-6 ans. 5-6 ans. On a des exercices spécifiques. En fait, tous les exercices qui sont pour la détente du corps sont adaptés pour les enfants, donc un peu ludiques. Et donc, on a des exercices qui sont complètement adaptés. On peut même y ajouter ce qu'on appelle la sophroludique. Donc, c'est vraiment des jeux. Ça parle beaucoup aux enfants. Et du coup, ils rentrent sans en prendre garde dans l'accompagnement et ils s'amusent beaucoup. Et donc, après, ils ont envie de revenir. À la suite de nos séances avec le nuage, moi, je l'ai fait beaucoup à mes enfants, de placer comme ça les soucis de la journée, les bobos dans le nuage et de souffler avec la respiration jusqu'à ce temps qu'on voit plus le nuage avant de s'endormir. Et c'est très efficace et ils me le réclament même. Alors ça, c'est une technique en effet qu'on a vue ensemble et je te remercie pour ton partage parce que sur un plan sophrologique, je parlais de technique et de boîte à outils. On utilise 2 techniques qu'on associe, l'une pour enlever le négatif et puis l'autre de visualisation mentale. Et comme on sait sur un plan pédagogique que la personnes sont quand même majoritairement, tu sais qu'on a plusieurs canaux de compréhension et on a le visuel, on a l'auditif, on a le kinesthésique et tout ça, ça constitue les canaux de communication. Et du coup, le visuel, c'est à peu près 80% des gens, entre 60 à 80% des gens. Donc ça parle énormément. Donc s'ils sont en capacité de construire une image, ça va leur parler. Est-ce qu'on peut te consulter de façon ponctuelle plutôt? Parce que là, on a parlé de protocole, mais est-ce que après, à la suite d'un protocole ou en première intention, est-ce qu'on peut venir pour une séance comme ça? Alors oui, on pourrait venir en effet pour une séance. Tout va dépendre de l'état, enfin de la demande, pas de l'état, mais de la demande de la personne. Si la personne arrive en une séance, ça veut dire que c'est allé assez vite. Donc il y avait déjà un terreau connu. En termes de protocole ou de respiration, la respiration, elle est quand même très importante en sophrologie. Donc, ça peut être pour un petit déblocage. D'accord. Donc, en effet, ça pourrait être envisagé. Après une séance, on parlait tout à l'heure de l'alliance. Il est clair que il faut que le courant passe entre le sophrologue et le client. Et inversement, entre le client et le sophrologue. Et il pourrait très bien ne pas passer. On est tous... le libre arbitre est important, en fait. Donc, tout à fait, on se sent libre de choisir son thérapeute, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Bon. Disons que c'est peut-être plus une consultation ponctuelle après un premier travail à la suite d'un protocole, quoi. À la suite d'un protocole. Ou d'une expérience passée en sophrologie. Oui, quelqu'un qui est habitué à la technique, familiarisé déjà. Familiarisé, ou qui a l'habitude de méditer beaucoup. Ou de visualiser beaucoup à l'intérieur des méditations. Donc, du coup, et qui sait respirer. Du coup, il y a déjà des choses qui sont... Des réflexes de base qui sont acquis. Qui sont acquis parce qu'en effet, la respiration va être très importante. Donc, dans les consultations que j'ai pu mener, un des points, c'est quand même de constater que la respiration est pas toujours bien réalisée aux bons endroits. C'est-à-dire qu'elle va être réalisée et on va avoir une inspiration au niveau des poumons. Alors vous allez me dire, bien sûr, on respire avec les poumons. Vous avez raison. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle la respiration au niveau des côtes. Donc tout veut venir d'ici. Et quand on respire comme ça, en fait, on a tendance à bloquer son diaphragme. Et du coup, on va avoir une accélération du rythme cardiaque et des fonctions qui vont s'enclencher sans même s'en rendre compte. Des fonctions qu'on ne pilote pas parce qu'elles sont pour notre vie. Donc, on n'a pas besoin d'y penser. Mais qui, du coup, vont s'enclencher toutes seules. Et donc, un des premiers travaux, en tout cas, moi, c'est le cadre de mon travail, ça va être de revenir à ce fondamental de par où je respire. Évidemment qu'on ne respire pas par le ventre. C'est une image, mais ça permet de visualiser ce mouvement de balancier du diaphragme qui monte et qui descend. Peut-être que pour donner une indication pour les auditeurs, c'est la respiration ventrale, c'est la respiration qu'on a le matin au réveil. Et on est détendu. Parfaitement.
Et donc, ton ressenti de thérapeute, de sophrologue, c'est de dire que le point le plus difficile pour les clients, les consultants, c'est cet accès à la respiration. L'accès à la respiration et de manière générale l'accès au corps. C'est pour ça qu'on passe systématiquement par le corps et que l'on fait toujours des séances de relaxation dynamique avant de commencer une visualisation. On en fait 2 ou 3 parce que j'ai parlé tout à l'heure du protocole global de 5-6 séances, mais à l'intérieur d'une séance, comment ça se passe? Par exemple, on est en séance numéro 2, donc on va demander au client comment il va, ce qui s'est passé depuis la dernière fois pour intégrer des événements nouveaux dans ce qui va se présenter et adapter la séance qu'on avait prévue en fonction de ce qu'apporte la personne. Et puis, on va d'abord travailler 2 ou 3 mouvements pour faire rentrer dans le corps, pour faire une détente corporelle. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans la visualisation ou dans un autre exercice. Mais c'est vraiment cette articulation du corps puis de l'esprit et cette gymnastique de l'esprit vers le corps, cette boucle en fait permanente. D'abord, on commence par le corps, tout du moins au début. Et c'est ça qui sera vertueux. C'est ça qui sera vertueux, tout à fait. Donc toi, tu as décidé, on en parlait un petit peu en introduction, de t'orienter vers la voix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, j'ai souhaité m'orienter vers la voix parce que, en fait, je pratique le chant depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, il y a des parallèles entre la voix et les émotions. Quand on est interprète, que ce soit comédien, peu importe, on a besoin de se connecter à ses émotions pour avoir une connexion avec le public. Et donc le corps, c'est notre instrument de communication. Et du coup, la sophrologie, ça me parle parce qu'on travaille sur le corps. Et la voix est l'endroit où on ne peut pas tricher. Quand on est sur scène, il y a la justesse des notes, la hauteur, il y a beaucoup de choses. Il y a la perte du texte aussi qui peut être une peur en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir être des facteurs stressants et qui peuvent faire que du coup on en perd l'interprétation et on n'est plus dans le plaisir. Et si on n'est plus dans le plaisir, le public il va le ressentir aussi. Ça s'entend. Ça s'entend. Donc il y a tout un pan à travailler que les chanteurs professionnels travaillent. De connexion à ces émotions. Je dirais qu'il y a des coachs vocaux et on pourrait envisager un coach sophrologue pour la préparation. Alors ça peut être aux auditions, ça peut être à un spectacle particulier à enjeu qui, même si on est expérimenté, provoque quand même quelques des petites pointes de questionnement de est-ce que je vais y arriver de bout en bout. Donc oui, moi j'ai été sensibilisée à ces questions en tant que pratique de chant à titre amateur. J'ai été confrontée à ça. Donc je me suis dit, la sophrologie, ça peut être un plus pour se préparer complètement en fait, de même qu'on a des coachs vocaux à la prestation scénique. Même au-delà du chant, tu vois, moi je suis juriste et donc les avocats utilisent leur voix. Et donc on a besoin de poser sa voix, de bien articuler, c'est important. Je pense que même dans tous les milieux professionnels, quand on fait une conférence, quand on intervient en public, c'est vrai que c'est pas réservé qu'aux artistes. Pour capter l'attention de nos auditeurs, c'est important de travailler sa voix. Carrément. Alors, en effet, sur cette dimension-là, on est plus sur la partie comment je positionne mon corps, comment je respire, comment je positionne mon corps pour que la voix puisse sortir de manière la plus claire, la plus puissante, potentiellement possible. Et comment je travaille sur mes émotions pour pas qu'il y ait de perte d'intensité, potentiellement. Alors, en effet, on peut aussi envisager le travail sur la voix sur tous les publics que tu viens de citer et également avec des orthophonistes dans le cas de dysphonie, donc de problèmes de position de voix, enfin de problèmes de voix en fait, éraillés suite à tabac, suite à une maladie. On peut faire plein de choses en fait. Est-ce que tu peux nous raconter
sur ce petit jeu de mots en travaillant sur sa voix VOIX, on peut être amené à trouver sa voix VOIE. Oui, sa voix VOIX, c'est se connecter à son être profond, à oser dire, dans toutes les situations de la vie, son accord, mais bien entendu son désaccord, avec une certaine distance sur les émotions, faire en sorte que le discours soit entendu. Et donc, trouver sa voix VOIX, c'est aussi trouver sa voix intérieure, son chemin, ses valeurs, en fait, ce qui nous constitue profondément. Et donc, voilà, au travers d'émotions qu'on pourrait totalement maîtriser, on trouve son chemin. En tout cas, c'est ma façon d'en parler. Je ne dis pas qu'elle est universelle, c'est la façon dont je vois les choses. C'est un chemin que tu proposes. C'est un chemin que je propose, absolument. Il n'y a pas de vérité, en fait. Il y en a multiples. Donc, la respiration, c'est vraiment important parce qu'en apprenant à maîtriser sa respiration et en apprenant aussi à relâcher les tensions, on va se focaliser sur le moment présent et par conséquent être en mesure de gérer plus efficacement les moments qui se présentent à nous et d'être dans la confiance. Donc c'est ça qui est important au niveau des artistes. Il y a un point aussi que je voulais rajouter, c'est la créativité. Parce qu'on va travailler aussi avec les artistes sur le fait de travailler sur les visualisations positives qui vont permettre de se connecter à ses ressources et donc de créer, en fait, avec aussi une meilleure concentration. Donc tout ça est un cocktail qui, pour les artistes, est vraiment absolument une boîte à outils fantastique, quoi, pour s'aider à se renforcer dans son unicité et à être pleinement soi en tant qu'artiste et être en confiance, en fait, quelles que soient les situations. Et être en accord avec ses valeurs, avec soi-même, pour aller vers le succès. Exactement, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit local ou plus grand, peu importe. Parce que en tant qu'artiste, c'est pour partager des moments avec un public. C'est ses talents d'écriture, ses talents de vocaux, ses talents d'instrumentiste, ses talents de tout. Quand on a la chance d'être performant partout, des talentueux partout, ou c'est juste la communion avec l'autre. Et c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment l'émotion qui va faire toute la différence. Entre deux performances vocales, l'une qui va être très technique et l'autre qui va être peut-être plus avec des failles, mais avec une émotion qu'on sent palpable, finalement le public va pas s'y tromper du tout. Je voulais revenir très rapidement sur tes accompagnements. Est-ce que tu proposes des enregistrements aux consultants? C'est-à-dire que quand tu fais une séance, est-ce qu'ils peuvent l'enregistrer et ensuite le faire chez eux? Merci pour ta question, parce que j'ai complètement zappé ce point-là. En effet, pour atteindre l'autonomie, il faut se prendre en charge. Et le sophrologue va, pendant une séance, enregistrer le matériau qu'il va transmettre au client, en fait par le téléphone, tout simplement par l'ordinateur, ce qui convient le mieux au client, et charge au client de le refaire. D'ici à la prochaine séance. Refaire 1, 2 fois par jour, parfois. Donc il y a vraiment un travail de régulier de la part de la personne qui vient consulter. Pour avoir des résultats, c'est nécessaire. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est le consultant qui a la solution en lui et qui donc doit mettre les moyens, doit s'impliquer pour arriver à atteindre l'objectif. Exactement. Atteindre l'objectif et se trouver encore plus en confiance avec lui-même et en ses capacités à rebondir quoi qu'il arrive, en fait, tout simplement. Et à faire face avec confiance à tous les événements. Parce qu'il sait. Oui, il a la solution, il détient la solution. Je voulais aussi te demander si tu envisageais de compléter ton accompagnement avec d'autres techniques. Oui, j'envisage de la compléter sur autour de la voix, des vibrations. On est aussi sur des problématiques potentielles d'acouphènes.
Donc la sophrologie peut tout à fait accompagner en fait sur des problématiques d'acouphènes liées à la douleur. Hein. Donc je pense faire une formation spécifique avec voilà le pôle de la voix, avec une formation spécifique sur les acouphènes, proposer cette dimension-là, parce que certains instrumentistes peuvent rencontrer des difficultés à la pratique d'un instrument. Je pense notamment à la batterie. Voilà, peut générer des troubles auditifs. Qui à la longue peuvent générer des difficultés tout simplement. Et l'autre technique à laquelle je pense, c'est en effet autour de l'AIT, qui est une technique qui vient des États-Unis, qui est une technique qui permet de travailler sur les chakras d'une manière indirecte et directe d'ailleurs, et par en fait l'identification de la situation problème peut permettre de la minorer ou de la réduire à zéro, enfin, en fonction de ce qui est apporté. Donc, AIT, ça veut dire en français technique intégrative avancée. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur de la verbalisation et à la fois travailler sur de la gestuelle sur le corps, sans pour autant avoir des mouvements très spécifiques de relaxation, tension, relâchement, comme on peut le faire en sophrologie. Et c'est en ça que c'est une technique qui pourrait être intéressante et complémentaire en cas d'évocation on va dire, de traumatismes anciens douloureux, auxquels la sophrologie pourrait pas complètement répondre, en fait. Avec toutefois des pincettes, dans la mesure où il y a des cas pathologiques qui ne seront pas pris en charge par la sophrologie. Voilà. Oui, c'est plutôt une orientation traumatisme ancien. Orientation traumatisme ancien, mais qui remonterait à l'occasion en fait d'un travail sur une émotion. Et donc c'est pour me donner moi les outils en séance, si la situation arrivait, de pouvoir rebondir. D'accord. Est-ce que ça s'apparente un peu à l'EMDR ? Alors on pourrait plutôt l'assimiler à l'EFT ou l'EMDR. Alors en effet, l'EMDR c'est un mouvement oculaire. En théorie, l'EMDR, il n'y a que les médecins qui peuvent la pratiquer. Après, il y a une autre technique, RITA ou quelque chose comme ça, ou RITO, je sais plus exactement l'acronyme, et ça, c'est accessible aux non-médecins. Mais a priori, l'EMDR, ça n'est que pour les médecins. De même que la sophrologie, dans les années 60, ça n'était que pour les médecins. Au tout début. Je pense pas dire de bêtises, je crois que ça s'est ouvert dans les années 80 aux non-médecins. Ça pourrait plus être assimilé à l'EFT. Donc la technique qui va utiliser les points, les méridiens chinois sur lesquels on va venir tapoter. D'accord. Voilà, ça pourrait plus être assimilé à ça en termes de technique émotionnelle, tout à fait. D'accord. Thérapie psycho-émotionnelle. Et ça a de très bons résultats. C'est assez nouveau en France. Ça doit faire une petite dizaine d'années que ça commence à se savoir, et le mouvement vient d'une américaine qui s'appelle Asha Clinton, et qui travaille dans une université très connue. Je sais plus si c'est Princeton ou je te retrouverai mais elle a vraiment, c'est une psychologue clinicienne à la base, et qui a qui a créé cette technique en se rendant compte que parfois sur certaines problématiques, on avait besoin d'aller au-delà, et que le corps pouvait aider dans certaines gestuelles du corps en utilisant les chakras. Les chakras, c'est quoi ? Ce sont des roues d'énergie dans lesquelles vient normalement, qui tournent et qui permettent à l'énergie de circuler. Donc, du coup, on est connecté à la sophrologie parce que Caicedo est allé chercher des techniques du yoga qui sont basées sur donc les chakras et le fait de faire circuler l'énergie à l'intérieur du corps. Donc, pour moi, c'est un peu la même veine, le même terreau, en fait. Dans la continuité. Dans la continuité. Avec, bien entendu, encore une fois, je le redis, beaucoup d'humilité quant à l'approche me concernant,
Et encore une fois, les problématiques lourdes doivent être prises en charge par des professionnels, psychologues cliniciens, psychiatres, qui ont un bagage tout à fait spécifique pour accompagner. Oui, de toute façon, je le dis souvent dans les épisodes du podcast, rien ne remplace une consultation avec un médecin, et puis on est dans une approche intégrative, c'est-à-dire absolument pas en remplacement ou en substitution, mais vraiment en complémentarité. Donc c'est important que tu le rappelles aussi. Si la sophrologie peut intervenir, on va dire, toute seule dans certaines situations, dans des cas plus difficiles, vraiment là, elle peut être utile, mais en complémentarité. Carrément, les troubles obsessionnels du comportement doivent être tout à fait traités avec un médecin spécialisé. Mais la sophrologie peut être un plus bénéfique. Absolument, absolument. On a des approches spécifiques qu'on peut développer autour des troubles obsessionnels du comportement, tout à fait. Voilà, moi je promeus la complémentarité. Mais on se rejoint à 1000%. 1000%. La richesse est dans la complémentarité en tout cas. Merci beaucoup pour ton partage. Merci infiniment pour ton temps, ta gentillesse et cette interview. Peut-être une phrase de Khalil Gibran. Notre corps est une harpe pour notre âme. À vous d'en tirer une douce musique ou des sons confus. C'est pas un hasard qu'on ait fait cet épisode ensemble, parce que c'est une citation que j'ai mise sur mon compte Instagram parce que je l'aime beaucoup. Non. Si. Ah, génial. Mais je suis pas surprise qu'elle te parle. Si on souhaite travailler avec toi, comment on peut faire ? Oh, le plus simple, c'est de m'envoyer un SMS ou de m'appeler au numéro qui va, si tu veux bien l'afficher, voilà. Bien sûr, avec joie, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te contacter. Oh, merci infiniment. Merci Camille. à toi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt.